Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonne fête à tous. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Et je fais cette vidéo, qui s'intitule Peut-on repliquer le modèle de financement de l'économie du Botswana dans les États africains? Peut-on répliquer le modèle de financement de l'économie du Botswana dans les États africains? Je vous prie de partager cette vidéo sur votre page, dans vos groupes. Mettez un like sur la vidéo pour encourager YouTube à la recommander au plus grand nombre. Mais surtout, abonnez-vous sur notre chaîne et invitez vos amis à s'abonner pour que notre communauté soit toujours plus nombreuse. Et je vous en remercie énormément. Souvenez-vous, il y a de cela 2 mois, en m'appuyant sur une vidéo de sur un reportage de notre frère Womedia, qui est un influenceur ghanéen, qui fait dans la représentation des États. Il avait voyagé au Botswana et il avait énormément communiqué sur le financement de l'éducation au Botswana. Comment est-ce que le Botswana avait procédé pour financer sa première université. Donc le Botswana avait financé sa première université en faisant appel au financement de l'État pour un tiers. Ça, c'est en 1980, il faut bien préciser. De l'État pour un tiers, des privés nationaux pour un tiers, mais également des éleveurs, des communautés locales, donc des éleveurs du pays. Chacun avait élevé une vache, chaque famille, et avait remis une vache. Et la vache avait été vendue à l'étranger, donc au Swaziland, au Lesotho, en Angola, en Afrique du Sud surtout. Et l'argent récolté par la vente de ces vaches en devises avait été mis dans un pot pour contribuer à financer la construction de la première université du Botswana. Alors, je remercie, je ne sais pas qui a partagé ça où, mais je pense que sur ma page Facebook, j'ai vu arriver près de 1700 personnes, énormément de personnes qui se sont abonnées et la vidéo a été partagée par près de 7000 partages. Et le partage a été énorme. Donc, je remercie déjà tous ceux qui ont partagé. Donc, j'ai pris le temps après coup, 1 ou 2 mois après coup, je crois que c'est le 11 octobre, que j'avais partagé cette vidéo-là. Donc, j'ai pris le temps de relire les commentaires, tous les commentaires que les gens ont laissés. Je les ai relus tous. Si vous regardez bien, j'ai mis un like sur chaque commentaire. Je les ai lus tous. Il y en a un paquet, c'est des milliers. Et en lisant ces commentaires-là, donc, j'ai promis aux gens de faire une vidéo pour expliquer comment on peut dupliquer le modèle. Parce que beaucoup m'ont dit, bah écoute, c'est le modèle du Botswana, mais c'est en 1980, on ne peut pas refaire ça aujourd'hui. Ben si, on peut refaire, on peut refaire. On peut refaire d'abord parce que les besoins sont énormes. Ce n'est pas avec l'éducation privée qu'on pourra sortir l'Afrique de la situation où elle se trouve. L'éducation privée aujourd'hui, qui c'est qui a les moyens de payer? Ceux qui ont les moyens de payer, c'est les grandes familles qui ont beaucoup d'argent. Je veux dire, quand on dit qu'il faut 1,5 million pour entrer dans une école et fréquenter pendant 6 ans pour avoir un billet à HEC, je sais pas moi quoi. Mais combien de familles dans nos pays ont les moyens de payer 1,5 million par enfant? S'ils ont 4 enfants, il faut débourser 6 millions seulement de scolarité, sans compter après les frais des fournitures et autres, la ration alimentaire et tout. Vous voyez, c'est une pension à 3 millions. S'ils avaient 4 enfants, il faut débourser 12 millions. Combien de familles ont, si ce n'est les familles nantis? Donc, il faut revenir à la priorité à l'école publique. D'abord, c'est la première chose. L'école publique, ça permet de réduire les inégalités entre les classes sociales et ça permet de mettre en place l'égalité des chances. Parce que l'enfant qui est intelligent, qui est peut-être issu d'une famille modeste, a une chance de s'en sortir. Tous les élites africaines d'aujourd'hui, soixantenaires là et plus, ce sont des gens qui sont là à l'école, ce sont des fils d'éleveurs qui couraient derrière un bœuf, ce sont des fils parfois ce sont des enfants, des gens comme les Mendozé, ce sont des enfants qui n'ont pas connu leur père. Hein? Donc, c'est l'école publique et c'est les bourses de l'État. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés, ils ont défendu un système où fallait supprimer les bourses et il fallait supprimer annuler l'école privée parce qu'ils pensent que leurs enfants ont les moyens, ils ont les moyens de payer pour leurs enfants. Donc d'abord, il faut revenir à l'école publique, c'est la première chose. La deuxième chose, l'Afrique est engagée dans une course à attirer les investissements.
l'un des premiers facteurs pour attirer les investissements, c'est la formation du capital humain. Vous avez regardé, j'invite les gens à aller regarder le grand reportage de l'ORTM, l'Office Radio-Télévision malienne, c'est l'inauguration de la bourse de la raffinerie de lithium de Goulamina. Donc, la question a été posée au directeur, aux responsables du projet, qu'est-ce qu'on fait pour que dans les années à venir, nous-mêmes, nous contrôlions la chaîne de valeur en fabriquant des batteries au lithium sur place en Chine. Il a dit le problème, c'est qu'il faut d'abord des hommes, il faut des techniciens, etc. Donc, il faut les former. Donc, pour les former, il faut l'école privée. Ça peut être des IUT, des instituts universitaires de technologie. Donc, ils forment les gens en Bac+2. Ça peut être des lycées d'enseignement technique et professionnel, comme on en voit en France, où quand les enfants arrivent dès la classe de 3e, ils sont immergés directement dans la pratique, donc l'école alternance entreprise, atelier, cours théoriques, donc 40% cours théoriques, 30% entreprise, 30% atelier. Ça fait que jusqu'à un cycle BTS, en partant de la classe de seconde, ça fait 5 ans où l'enfant travaille intensément, c'est le modèle allemand, et quand il sort de là, il est opérationnel pour travailler à un niveau d'agent de maîtrise, comme on dit, dans des entreprises techniques. Mais il y a également la formation des écoles d'ingénieurs. Donc, tous ces équipements, ces infrastructures-là doivent être construites. Notre défi dans les années à venir, c'est de construire, de faire le virage, comme l'ont fait les Asiatiques, vers l'enseignement technique. L'enseignement technique pour opérer les industries agroalimentaires, pour opérer les nouvelles technologies, pour opérer les entreprises de services, pour opérer les industries de transformation de textiles, etc., de mines et de nos matières premières, etc. Ça, c'est important. Donc, nous avons de grands challenges et il faut financer l'éducation. Bon. Alors, comment est-ce que le modèle botswanais peut nous inspirer? Je pense que ceux qui ont regardé la télévision du Niger aussi, parce que moi, à défaut de regarder aujourd'hui RFI, je regarde plus ça, parce que c'est du lavage de cerveau. Je regarde les télévisions africaines. C'est-à-dire que quand je me branche, je regarde la RTI 1 en Côte d'Ivoire, je regarde la RTB au Burkina, je regarde l'ORTM au Mali, je regarde la RTS au Sénégal, etc., etc., RTB au Bénin, etc. Je regarde les télévisions africaines. Hein, je regarde la RTG au Gabon. Donc, pour prendre les nouvelles, pour regarder l'actualité africaine. Ce n'est pas chez RFI ou chez France 24 que nous devons regarder l'actualité africaine. Que disent d'abord les médias africains sur le continent? Certes, il peut y avoir un manquement, mais c'est là qu'on regarde les informations. Donc, quand vous regardez la RTN, Radio-Télévision Nigérienne, vous voyez que dès que les pouvoirs nigériens ont pris sont entrés en fonction avec le lot de sanctions qui s'abattaient sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont activé immédiatement un fonds de solidarité, un fonds de solidarité. Et vous voyez comment le fonds de solidarité est financé par les dons des Nigérians de l'intérieur, des Nigérians de la diaspora et des opérateurs économiques, etc., etc. Hein, ce fonds, moi j'ai même vu quand Abdourahmane Tiani s'est rendu au Togo, il avait félicité les Togolais, les Nigériens vivant au Togo, en disant qu'ils étaient ceux qui avaient fait plus de dons à ce fonds de solidarité. Et ce fonds de solidarité a permis de voler au secours des Nigérians en faisant des dons dans les familles éprouvées, en termes de nourriture, en termes de vêtements, en termes de médicaments, en volant au secours des personnes qui avaient été inondées, etc., etc. Ça a atténué pratiquement, le Niger n'a pratiquement pas recouru, comme par le passé, à l'aide internationale. C'est important. Donc, vous voyez bien que nous savons déjà faire les fonds de solidarité. De la même manière qu'on sait faire les fonds de solidarité, on peut faire des fonds de solidarité pour le développement de l'enseignement technique et de l'apprentissage. C'est possible dans nos pays. C'est possible. Ça veut dire que si on veut faire un virage au capital humain, ça veut dire que on voit très bien que quand un enfant veut se lancer dans l'enseignement technique, il a peu de possibilités. Ici aux États-Unis, quand un enfant veut se lancer dans l'enseignement technique, il a l'embarras du choix. Et c'est totalement gratuit. L'État l'arrose de bourses et d'équipements gratuits et de tout, de stages payés, de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que les gens vont vers l'enseignement technique. Chez nous ici, la réflexion consiste à dire comment on fait pour construire les infrastructures. Donc, how to build facility, comme on dit en anglais. Il faut faire ce qu'on appelle un financement structuré. D'abord, il faut créer un fonds. Un fonds qui centralise toutes ces recettes-là par projet en disant, voilà, nous allons faire tel lycée. Aujourd'hui, nous lançons l'appel à contribution pour la construction de ce lycée-là. Nous allons faire tel IUT. Nous lançons l'appel à contribution
pour la construction de cette IUT-là. On peut même faire un lycée d'enseignement technique qui va de la classe de seconde, donc seconde, première, terminale, première année, deuxième année, donc ça fait 5 années, vous avez un diplôme qui est un DUT. Et on peut faire aussi une école d'ingénieur où vous entrez avec le bac et vous faites 5 ans, vous sortez ingénieur. Donc on peut faire les 2 cycles. Et comment on finance ça? On crée un fonds de solidarité. Quand on crée un fonds de solidarité, on dit voilà, il faudra construire tel lycée, ça va coûter 2 milliards de francs. On fait un cas, la règle de 4 cas. C'est ce qu'ils appellent ici aux États-Unis la règle de 4 cas. Donc, un quart des fonds, ça provient de l'État. Ça veut dire si ça va coûter 2 milliards de francs, 500 millions, ça provient de l'État, donc les ressources budgétaires. L'État cantonne 500 milliards dans ses ressources budgétaires. C'est important. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle un financement structuré. Ça veut dire que l'objectif est de dégager des ressources financières pour financer une infrastructure, mais les ressources financières, comme on dit structurées, ça veut dire que les ressources financières viennent de différentes sources. Voilà. Ici, ce n'est pas de dire on va à la Banque mondiale prêter 2 milliards, etc. Non. On peut le faire désormais dans nos pays, comme l'ont fait les Botswanais. On fait un quart, c'est l'État, à travers les ressources budgétaires, c'est l'État. Un quart, c'est les opérateurs privés, à travers des dons. Les opérateurs privés, ça fait ça. Ça peut être des promesses de dons en nature, en tonnes de ciment, en fer à béton, en argent numéraire, etc., etc. C'est-à-dire que quelqu'un peut se rendre dans une grande quincaillerie et dire, voilà, j'achète 10 tonnes de ciment. Si la tonne de ciment, c'est 100 000 francs, 10 tonnes, ça fait 1 million de francs. Il remet le bon qu'il a déjà payé, donc, etc. Quand on a le budget de construction de l'établissement. Donc, ça fait déjà 50% de financement. Un quart des financements aujourd'hui provient de d'autres forces. Parce que nous avons entre-temps, on n'est plus dans, en 1980, il y a 40 ans, le monde a évolué. Il y a eu l'apparition de d'autres forces. C'est par exemple les diasporas. Hein. C'est par exemple les diasporas. C'est par exemple les grandes fondations internationales, par exemple. Donc on peut faire appel à l'extérieur, c'est-à-dire à travers des dons émanant des diasporas. Je dis bien des diasporas. Parce que je suis sûr que si vous voulez construire un lycée en Afrique quelque part, et que vous sollicitez les diasporas, les riches diasporas africaines en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et même en Europe, etc., les gens répondent présents. Donc, les diasporas, par exemple, hein, c'est possible. Et un autre cas peut provenir maintenant des... Quand je dis les diasporas, ça ne veut pas dire vivre en Europe. Hein. Les diasporas, ça veut dire les gens qui sont partis du pays, s'installer à l'étranger. Si, par exemple, c'est le Cameroun, vous avez les Camerounais qui sont installés en Amérique latine, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, dans la Caraïbe, en Amérique centrale, comme on dit. Vous en avez qui sont installés en Europe, vous en avez qui sont installés en Asie, vous en avez qui sont installés dans d'autres pays d'Afrique. Donc, et quand on dit don, il ne s'agit pas de donner 1 million, non. Si vous donnez 10 000 francs, c'est un don. Donc, on peut, vous savez, 500 000 francs divisé par 1000, ça fait 500 000. Divisé par 10 000, ça fait 50 000. Divisé par 100 000, ça fait 5 000 francs. Ça veut dire qu'il suffit que 100 000 personnes fassent un don de 5 000 francs pour qu'on ait 500 millions. Ça fait un quart. Et l'autre quart, maintenant, vous le financez, comme on a dit par le système au niveau des local, les gens peuvent produire. Ce n'est plus seulement les vaches. Ça peut être la vache, ça peut être la chèvre, ça peut être le porc. C'est ce qu'on a vu au Botswana. Quelqu'un peut aller vers un éleveur, dire, j'achète ce porcelet, je te donne tant, tu le nourris, on le marque, quand on grandit, tu me le donnes. Il va procéder à la vente et il dépose le fruit de la vente dans un fonds. Ça peut être des gens qui disent, nous allons récolter du maïs, nous allons consacrer un sac de maïs vendu et nous allons reverser l'argent au fonds de solidarité. Ça permet de structurer cela. Je veux dire que c'est important parce qu'il faut que les États africains, surtout à l'heure de surendettement, où l'accès aux capitaux internationaux leur est devenu de plus en plus compliqué, s'ils rétrécissent l'investissement, surtout l'investissement dans l'éducation, alors que la population continue à grandir, il prépare le lit des grandes crises sociales à venir. Donc, pour essayer de régler ces crises sociales-là, il faut immédiatement mettre en place une stratégie. La stratégie consiste à trouver des moyens alternatifs, j'insiste bien, pour pouvoir financer, la construction de l'éducation, surtout le virage à 360 degrés, ou bien à 180 degrés, comme a dit quelqu'un, vers l'enseignement technique. Parce que l'un des moyens de lutter efficacement contre le chômage, c'est l'enseignement technique. Que cela vous plaise ou pas, vous prenez un ingénieur, que ce soit un ingénieur agronome, que ce soit un ingénieur du bâtiment, que ce soit un ingénieur de génie électrique,
que ce soit un ingénieur en maintenance industrielle ou un ingénieur de production, il a la plus de chances de s'insérer sur le marché du travail qu'un ingénieur en... Il a plus de chances de s'insérer sur le marché du travail que quelqu'un qui a un doctorat de droit des affaires. Donc cela fait problème dans notre pays et il faut résoudre ça assez rapidement. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère avoir répondu à la question de ceux qui me l'ont posé. Et si jamais vous avez d'autres observations, laissez-les en commentaire là. Dans la courtoisie, j'insiste bien dans la courtoisie, parce que ceux qui ne peuvent pas rester courtois n'ont rien à faire ici là. Il faut qu'ils aillent se chercher ailleurs, comme on dit, voilà. Je vous remercie infiniment. Partagez le direct là sur vos murs, sur vos pages. Mettez un like sur la vidéo afin que la vidéo puisse être recommandée par YouTube. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, s'il vous plaît, invitez également vos amis à souscrire au membership. Ça veut dire à devenir membre de notre chaîne, à donner 1, 2 ou 3 dollars tous les mois pour soutenir le développement de notre chaîne qui est en cours. Donc, ceux qui ont regardé notre chaîne voient qu'il y a de plus en plus de choses qui changent et ça, on aimerait que les changements se fassent tous les mois ou au moins tous les trimestres. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à toutes une agréable journée. Bye.